Au lieu d'un discours sur la sécurité et l'Ukraine à la conférence de Munich, le vice-président américain J.D. Vance a plutôt fait la leçon aux Européens sur la démocratie et les valeurs. Ça n'a pas très bien passé auprès des élites diplomatiques et politiques européennes. Alors, que doit-on comprendre du message? Et pour en parler, je jouais à New York. Antoine Yoshinaka, notre expert en politique américaine. D'abord, merci d'être avec nous ce dimanche matin. Très apprécié. Merci beaucoup. Bonjour. Bien, la question qui se passe, est-ce que le gouvernement américain, J.D. Vance, Donald Trump, est en train de creuser le fossé qui le sépare entre Washington et tous ses alliés européens? Oui, disons que c'est un discours assez controversé des deux côtés de l'Atlantique, soit dit en passant, parce que la réaction même aux États-Unis, on a été un peu surpris. Il y a même, par exemple, un sénateur républicain du Mississippi qui... sa réaction, ça a été de dire que c'est un discours qui aurait pu être donné par Tucker Carlson, tellement qu'il était, disons, discordant avec ce à quoi on est habitué de la part du gouvernement américain. Il faut comprendre le contexte dans lequel ce discours a été donné. C'était à Munich, évidemment, donc en Allemagne, à une semaine et demie de l'élection fédérale qui a lieu en Allemagne, là où il y a un parti d'extrême droite, l'Alternative pour la démocratie, qui, selon les sondages, est sur le point de très bien performer, sa meilleure performance probablement de son histoire. Et c'est un parti qui est rejeté par tous les autres partis. Tous les autres partis ne veulent pas former de coalition avec ce parti-là, ne voulaient pas lui donner la permission d'être même à la conférence de Munich. C'est le parti qui est appuyé par Elon Musk, qui a affirmé sur Twitter, sur X, que seul ce parti-là peut sauver la démocratie, peut sauver l'Allemagne, pardon. Et on sait très bien que J.D. Vance aussi, bon, il a rencontré à la suite de son discours la leader de ce parti-là. Alors ça pour dire que c'était vraiment un message qui était envoyé à ses alliés européens, mais très spécifiquement à l'Allemagne et aux Allemands. Il parlait par exemple de liberté d'expression, puis il a même employé le terme en anglais « firewall » par feu, qui est employé pour dire on veut exclure le cordon sanitaire, si vous voulez, pour exclure ce parti-là. Et donc, c'était vraiment un discours électoraliste même pour l'Allemagne. Puis il faut aussi comprendre que si on se demande, bon, comment est-ce que ce discours-là a été perçu, en Russie, il a très bien été perçu. La télévision russe l'a louangé les propos de Vance. Et donc, si ce n'est que de ça, on voit à quel point son discours ne concordait pas avec la tradition puis de l'alliance, si vous voulez, entre l'Europe et les États-Unis. Vous avez parlé de la Russie, justement. Donald Trump s'est longuement entretenu avec Vladimir Poutine cette semaine. Pendant 90 minutes, a-t-on dit, justement. Est-ce que Donald Trump vient de rompre avec la politique de Joe Biden depuis le début du conflit en 2022 avec l'Ukraine, c'est-à-dire de discuter de l'Ukraine sans l'Ukraine? Parce que ça fait beaucoup réagir, justement, là. Oui, effectivement. Écoutez, juste le fait que ce soit entretenu avec Vladimir Poutine, ce que Joe Biden n'avait pas fait depuis des lunes, déjà là, ça rompt. Il y a une rupture avec la politique de Biden. Il mentionne vouloir ramener la Russie dans le G8, dans le G7. Ça aussi, donc, c'est une rupture avec la politique américaine depuis quelques années. On parle là, pour parler, pour tenter de trouver, de négocier la paix entre la Russie, les États-Unis. Là, Zelensky, le président ukrainien, dit que les Ukrainiens n'ont pas été invités là, à ces pourparlers qui vont avoir lieu en Arabie saoudite. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'Europe, il n'y aura pas de représentants de l'Europe dans ces négociations-là. Donc, c'est effectivement, c'est clairement, on n'est plus à c'est pas la continuité de la présidence de Biden, ça c'est certain. On a vraiment tourné la page là-dessus à bien des égards. Et ça s'est manifesté dans cet entretien, comme vous l'avez mentionné, entre Trump et Poutine. Vous êtes à New York. Donald Trump a encore une fois réitéré qu'il voulait faire du Canada le 51e État. Comment ça réagit justement dans la population américaine à de tels propos? Écoutez, il y a quelques sondages, des données de sondage là-dessus. Le mois dernier, en janvier, c'est à peu près entre 35 et 45 des électeurs ou des Américains, entre 40 et 50 pardon, qui disent qu'ils s'opposent à l'annexation, à l'annexion du Canada. Il y en a à peu près là, 30-35 entre 25 et 35 qui se disent être en faveur. Il y a quand même un 20 à 25 qui n'est pas sûr.
Donc, c'est pas vraiment, il n'y a pas un gros enthousiasme à cette idée-là. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent que, bon, Trump, il dit des choses à gauche et à droite, et bon, il faut en prendre et en laisser. Donc, je dirais qu'il n'y a pas un très gros engouement en faveur de cette idée-là. Soit dit en passant, ce que j'ai remarqué, peut-être anecdotique, mais ici, bon, l'État de New York, à Buffalo, évidemment, on est à la frontière avec le Canada. Depuis des semaines, depuis toute la guerre des tarifs, il y a des pubs à la télé qui sont financés par le gouvernement de l'Ontario. L'Ontario nous donne des pubs à la télé essentiellement en nous disant « Nous sommes vos amis », nos produits sont exportés chez vous, le savoir-faire de l'Ontario, il est utile pour les Américains. Donc, on tente de parler directement au peuple américain dans cette question de guerre tarifaire-là, qui n'est pas la même chose, évidemment, que l'annexion avec le Canada. Mais ça pour dire que les Américains sont quand même exposés à ce qui se passe au Canada et ils savent très bien que le Canada a ses propres intérêts qui ne sont pas toujours de concert avec ceux de Donald Trump. Ouais, je termine là-dessus parce que le président Trump voudrait aussi acquérir le Groenland pour le renommer le Red, White and Blue Land. Est-ce que tout ça, c'est réaliste? Et est-ce que les États-Unis sont en train de se faire des ennemis un peu partout, en Europe, au Canada, au Groenland? Oui, au Groenland, là, les quelques milliers d'habitants qui y habitent, disons qu'ils ne se font pas. Le gouvernement américain, Donald Trump, ne se fait pas des amis en ce moment, ça c'est clair. Là, vous parlez d'un projet de loi. Bon, c'est un peu symbolique, là, si on veut, mais c'est un projet de loi qui a été déposé par un élu républicain voulant renommer donc le Groenland, le Red, White and Blue Land, là, qui est un peu, bon, c'est un peu loufoque, là, tout ça. Est-ce que ça va être un projet de loi qui va être adopté au Congrès? J'en doute, là, pas dans sa mouture actuelle, probablement pas. Mais ça cadre quand même assez bien avec la vision, semble-t-il, expansionniste de Donald Trump, parce qu'on parle du Groenland, on parle du Canada, on parle du canal de Panama. Là, récemment, on parlait de Gaza. Et donc, tout ça, vous le mentionnez là, au début de cette entrevue, on tourne la page, c'est la rupture certainement avec les politiques de Joe Biden, parce que, puis même pendant la campagne, il n'en parlait pas de tout ça. C'est vraiment depuis quelques semaines qu'il semble mettre beaucoup d'accent sur l'expansion des intérêts américains au nord, au sud et même au Moyen-Orient. Donc, ça reste à voir. Antoine Yoshinaka, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand et professeur agrégé au département de sciences politiques de l'Université de l'État de New York à Buffalo. Encore une fois, merci beaucoup. Bon dimanche. Plaisir. Au revoir. Au revoir.